Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc. Et ce matin, on a décidé de se pencher sur les différentes infos du moment, comme on le fait régulièrement, avec des bonnes ou des mauvaises nouvelles pour les téléspectateurs. Nos téléflingueurs sont au rendez-vous. Émilie Lopez, journaliste à Téléstar, bonjour. Bonjour. François Biot, directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et Patrice Gastoin, journaliste à TV Mag, bonjour Patrice. Bonjour. Merci également d'être là. On va commencer en parlant du maillon faible qui est arrivé hier en access sur D8 à partir de 17h jusqu'à 18h45. 2 épisodes du jeu de Julien Courbet qui ont été diffusés. Alors, c'était pas simple de succéder à Laurence Boccolini. Émilie, vous en avez pensé quoi ? Moi, je préférais Laurence Boccolini. Je trouve que Julien Courbet est plutôt pas mal. Mais on a encore l'empreinte de Laurence. On a envie de quelque chose de plus méchant, de plus pervers, de plus... Voilà, c'était l'intérêt du maillon faible. Ça me ressemble bien, ça. Mais méchant, pervers, Julien essaie plutôt d'être drôle, visiblement. Oui, mais c'est pas ce qu'on attend de ce jeu-là. Encore une fois, je pense que l'intérêt de le ramener à l'antenne avec Julien Courbet, il y en a pas vraiment en fait. On n'aurait pas eu Laurence avant, peut-être que ça aurait été pas mal, mais on a Laurence et Laurence nous manque. Patrice Gascoin ? Mais pas du tout. Mais pourquoi toujours penser au passé quoi ? Pourquoi le passé serait toujours Pourquoi reprendre meilleur, des jeux du quoi passé aussi ? Et pourquoi on recyclerait pas un jeu qui a fait son succès ? Et c'est une très bonne idée d'avoir pris Julien Courbet. D'abord, je trouve qu'effectivement il est bordé dans le ton parce que c'est un autoroute, un concept qui fonctionne super bien. Il y a des intonations, il y a des choses qu'il faut absolument dire, donc il les dit. Donc forcément, ça ressemble un peu à ce que fait Laurence Boccolini. Mais en plus, il apporte sa patte, celle qu'il a commencé à construire grâce au One Man Show. Il faut savoir que c'est lui qui écrit ses propres textes, alors que Laurence Boccolini, elle avait des auteurs pour écrire ses vannes. Donc, elle avait le charisme qui allait avec les vannes. Ouais, mais je vous trouve un peu sévère, mais tant mieux, c'est très bien. Non, mais ça y est, vous nous avez vexé Patrice Gascoin. Mais François Biot. quelle déception ce maillon faible version Julien Courbet. Moi, effectivement, Laurence Boccolini, il faut se souvenir, c'était la méchante reine de Blanche-Neige. Là, on a quelqu'un qui a contre-emploi, qui n'est pas toujours drôle d'ailleurs, qui fait des blagounettes qui sont moyennes. Et puis un jeu, c'est une mécanique de précision. Et là, ils ont un peu cassé l'horloge. Au contraire, il fallait que Julien Courbet soit dans des rails. Il y est dans les rails. Mais là, il est très classe. Alors, on se souvient de Laurence Boccolini avec son long manteau noir. Là. C'était classe aussi, mais c'était... Oui, mais c'est classe, mais il y a pas la magie du format d'origine, il y a pas le petit plus qu'il y avait. Il faut se souvenir que Laurence Boccolini, il y a eu une surprise énorme, il y avait tombereau d'injures contre sa prestation. Ce qui faisait le succès de l'émission, c'était ça justement, c'était la personnalité de Laurence Boccolini. C'était pas les candidats, c'était juste Laurence Boccolini qui était là, qui souriait pas. Je vois qu'elle vous a marqué, surtout François, il y a peut-être une psychothérapie à faire derrière. Mais non, sincèrement, je pense qu'il faut laisser à Julien Courbet le temps d'installer sa propre patte, qui sera effectivement moins sévère, moins cassante que ne l'était Laurence Boccolini, plus vanneur. Donc laissez-lui sa chance. Moi, je le voyais plus dans apprendre ou à laisser. Effectivement, je pense qu'il va être très bien là-dedans. Effectivement, là où il va être plus libre, il va être showman. Effectivement, là, le jeu laisse plus de liberté. Alors, vous allez être content, puisqu'il n'y a que 20 émissions du maillon faible, et puis après, il y aura apprendre ou à laisser. Voilà, et le maillon faible, on attend les audiences toujours, donc pour vous départager. Vous êtes mouillé avant, donc on verra tout à l'heure qui avait raison et qui avait tort. On reste sur D8 avec Benjamin Castaldi, qui a donc officialisé son arrivée sur D8. Il va présenter la nouvelle star, Émilie Lopez. C'est une bonne idée pour lui d'aller faire ça ? Moi, je pense que c'est le seul intérêt de la nouvelle star saison 3. Ça fait plusieurs fois que je dis que je ne comprends pas pourquoi ils font une saison 3. Là, pour le coup, il y a un petit... pour moi, il fallait arrêter. De toute façon, la saison 2, on a bien vu, les audiences se sont ramassées. Désolé pour le terme. Je ne voyais pas l'intérêt de faire une saison 3. L'intérêt, c'est Benjamin Castaldi. Et je pense qu'il va être... Mais ça va suffire à faire remonter les audiences ? Je pense qu'il va y avoir un effet de curiosité. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne sur la durée. Patrick Gascoin. Je suis d'accord avec Émilie pour une fois. C'est une très très bonne idée de la part de D8 d'avoir recruté Benjamin Castaldi. Moi, je serais TF1, je serais super énervé de voir mon animateur qui a présenté Secret Story tout l'été et qui donc a encore accru sa popularité auprès des jeunes, des réseaux sociaux, etc. Ramener tout ce public-là. Je suis pas sûr. Ils ne sont pas battus pour le garder. Ils ne sont pas battus parce qu'ils n'ont pas grand-chose à lui proposer. Ouais. Mais quand même, ce public, ce qui est quand même jeune et qui est très présent sur les réseaux sociaux et risque de suivre aussi sur la nouvelle star Benjamin Castaldi. François Biot. L'animateur n'a aucune importance dans le format nouvelle star. Benjamin Castaldi ou Tartampion, c'est la même chose. Mais non. Enfin, écoute, Benjamin Castaldi, il a fait ça pendant 4 ans sur M6. D'ailleurs, il a un peu la mémoire courte. Il dit qu'il a abandonné en cours de route. Il faut se souvenir quand même qu'il a été M6 qu'il a carté. Qu'il a viré de M6 parce qu'il allait
à TF1 pour Love Story. Donc non, je pense que il l'a fait parce que c'est le paquet cadeau. On lui dit tu viens sur D8, tu fais Nouvelle Star. Cyril Hanouna ne voulait plus le faire. Donc voilà, et puis il y a autre chose derrière. Et on se souvient que Cyril Hanouna, s'il a arrêté de faire la Nouvelle Star, c'est parce qu'il a dit j'en ai marre de lire un prompteur. Voilà, j'ai pas envie juste d'être dans une émission pour lire un prompteur. Donc on sent que c'est quand même un vrai corset. Donc ça vous donne un peu raison dans le sens où quel que soit le présentateur, au fond, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Non, il y a très peu de marge de manœuvre. C'est vrai, on lit le prompteur. Benjamin Castaldi sur TF1, on lui proposait rien. Il n'avait pas envie de faire un Secret Story 9. Il avait dit qu'il en avait ras-le-bol de la télé-réalité. Là, il revient à Nouvelle Star. Bon, très bien. Émilie Lopez, vous n'êtes pas d'accord, visiblement. Non, je suis pas d'accord parce que c'est aussi l'intérêt du truc. Quand l'émission commence, tu connais pas les candidats, t'es content de retrouver un visage que tu connais bien, qui est assez rigolo. Benjamin Castaldi est bon dans l'exercice, contrairement à ce que tu dis. Je trouve qu'il est meilleur qu'il était mauvais, mais c'est le jury qui est important dans ce format. Moi, je suis désolée. J'aime beaucoup Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Je l'ai pas trouvé bon dans la Nouvelle Star, par exemple. Tu vois. Parce qu'il était trop sur son prompteur. Oui, trop sur son prompteur et pas assez spontané. Il a beau dire qu'on lit qu'un prompteur, non, tu peux te démarquer. La preuve, c'est que Benjamin Castaldi, quand il était à Nouvelle Star, s'est démarqué. Bon, voilà donc pour cette émission. Un mot également sur M6, Rising Star. Alors ça, c'est le grand pari. Oups, Émilie Lopez qui fait déjà oups, donc c'est dire. Alors, un petit coup d'œil du côté de ce qui s'est passé à l'étranger. Aux États-Unis, le bilan est catastrophique. La finale a été suivie par seulement 3 200 000 téléspectateurs. Au Brésil, les audiences sont décevantes. En Allemagne, c'est une catastrophe. En revanche, il y a des pays où ça marche. En Israël, ça marche. Au Portugal également, ça marche puisque la finale du concours a fait plus que celle de The Voice, par exemple. Et en France, est-ce que M6 va dans le mur ou est-ce que ça va être la surprise, le succès d'M6 ? Émilie ? Dans le mur. Enfin, dans le mur. Ah oui, pour moi, je suis persuadée. Le premier épisode. Digital. C'est ça. Parce qu'il y a un mur digital qui se lève. On explique pour les gens qui connaissent pas. Je pense que le premier épisode va être regardé. Forcément, ça va être la curiosité et tout ça, mais ça va se planter. On répète d'une phrase ce que c'est parce que les gens savent pas forcément quel est le concept. Alors en fait, c'est des candidats qui sont face à un mur digital et ce sont les téléspectateurs qui votent via l'application gratuite de M6. Exactement. Voilà. On peut voter et s'ils ont gratuitement. 70% des votes positifs, ils continuent l'aventure. Voilà. Et la petite photo de certains votants va s'afficher sur le mur digital au fur et à mesure. Et quand le mur est plein, le rideau se lève et ils sont sélectionnés pour passer à l'étape suivante. Donc ça va se planter. Pour moi, ça va se planter. Et puis on n'est pas à l'abri de problèmes techniques comme on a pu les avoir sur M6 sur l'émission de Karine Le Marchand. Ça c'est méchant. Le gentil Patrice Gascoin, ça va marcher. Je suis sûr, il va nous dire. C'est pas si gentil, mais je comprends pas. Je comprends pas ce scepticisme de principe des journalistes qui consiste à casser un format avant même qu'il soit diffusé. Et c'est une espèce de lame de fond comme ça ambiante qui commence à bruisser partout. On se dit ça va pas marcher, ça va se planter. On verra. D'abord, moi je trouve ça hyper culotté de la part d'M6. Il faut saluer M6 de prendre des risques. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui prennent des risques en ce moment avec un nouveau format de divertissement. Rappelez-vous, on a tenu au suspense avec un fauteuil rouge qui se tournait avec The Voice. Le format a commencé un peu à s'user. Là, on a un autre suspense avec ce mur qui se lèvera ou qui se lèvera pas. Voyons, laissons la chance. Le seul petit bémol que j'ai, peut-être, je conclurai juste là-dessus, c'est sur ce binôme de présentateurs. Je ne sais pas si c'est le meilleur. On va expliquer qui c'est. C'est Faustine Bollard et Guillaume Play qui est animateur d'Énergie. Pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont réussi la bascule pour devenir animateur de divertissement. Il n'y a que Nikos qui a vraiment réussi. Donc j'attends de voir si Faustine va réussir cette culbute. Et Guillaume Play qui arrive de la radio Énergie. Alors à ce moment-là, il aurait fallu faire un vrai binôme de jeunes inconnus. Ça aurait été raccord avec le concept. Oui, moi je ne sais pas si ça va marcher ou si ça va pas marcher, mais en tous les cas, il y a un vrai effet de curiosité sur ce programme. C'est un genre, je pense que ce format va révolutionner le genre. Quel mot révolutionner le genre. Parce que on vous construit un mur et on révolutionne. Mais parce que c'est le premier concept qui intègre les réseaux sociaux. C'est le premier format qui est écrit en intégrant Facebook et c'est 27 millions d'utilisateurs en France. Oui, mais jusque-là, ça intégrait le téléphone et c'est 60 millions d'utilisateurs. Quoi. Oui, mais alors c'est vrai que une innovation technologique ne fait pas un format. Mais attendez, je pense que ça va être très bien produit et il va y avoir un véritable effet de surprise sur Rising Star. Émilie. Moi, j'aime pas du tout ce que tu viens de dire. Juste, les télécrochets, on en a ras-le-bol aussi. Il faut aussi dire ça. On a The Voice, on a Nouvelle Star, on a Tartampion. J'en ai marre des télécrochets, des chaînes qui tentent. C'est bon, quoi. On les a déjà tous vus. Je vois plus l'intérêt et je trouve ça... un petit peu déplacé de ta part de dire on fustige directement le programme sans l'avoir vu. Je suis désolée, moi j'ai regardé les images des autres pays, je trouve pas ça
aussi révolutionnaire que tu peux le dire, quoi. On dit la même chose de The Voice, et pourtant c'est un carton sur TF1. Avant c'est un fauteuil rouge, maintenant c'est un mur d'image. Et il y a peut-être un souci, moi, de ce que j'ai vu de Rising Star, c'est que le rideau se lève quasiment à chaque fois. Il y a assez peu de gens qui sont éliminés, donc il y a assez peu de suspense finalement, parce que le rideau se lève quasiment à chaque fois dès qu'il y a un candidat devant. Et si on peut dire un mot aussi sur le jury. Le jury, peut-être que le public aussi va voter plus pour des belles gueules. Vous vous souvenez du mot de Marianne James qui disait que le public votait avec ses petites culottes. Et voilà, donc là on peut craindre que les belles voix soient éliminées d'emblée. Et un mot sur le jury justement. Rappelons le jury: Cathy Guetta, David Hallyday, Kali et Morgane Serrano. Le patron d'Énergie. Je pense pas que Madame Tout le Monde soit forcément intéressée par ce jury-là. Je trouve qu'il est pas du tout attrayant, quoi. Vous n'aimez pas le jury, vous n'aimez pas les présentateurs, vous aimez quoi ? Je pense que si M6 avait été jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire d'investir beaucoup d'argent, je pense qu'ils auraient cassé encore un petit peu plus pour recruter Benjamin Castaldi pour faire le lien avec le sujet tout à l'heure.